Merci pour votre accueil. Effectivement, je suis très heureux d'avoir l'honneur de pouvoir parler à nouveau devant le Beth Midrash de Shalom. J'ai essayé d'apporter quelques contributions relevant plutôt du domaine de l'histoire contemporaine depuis quelques années. Je vais essayer de traiter aujourd'hui d'un sujet, à mon avis, aussi inépuisable que l'antisémitisme, qui est la haine de soi juive, en m'appuyant sur un ouvrage de 1930, donc un ouvrage ancien, écrit par un écrivain et philosophe juif allemand qui s'appelait Theodor Lessing et qui a en fait ouvert au XXe siècle l'étude de ce sujet, mais sans pouvoir aller au bout d'une matière extrêmement un regret, je le regrette, beaucoup trop riche et qui suscitera sans doute des études et des recherches à l'avenir, au moins l'espérons-le. Alors, je dirais tout d'abord en introduction que depuis l'exil, les Juifs sont confrontés à l'autre et connaissent l'expérience de la condition de minorité au sein de peuples de tradition chrétienne ou musulmane. Après des siècles de persécution et d'exclusion, l'émancipation accordée aux Juifs en Europe au début du XIXe siècle leur a permis de prendre progressivement toute leur place dans les sociétés qui les accueillaient. En s'ouvrant sur le monde, les Juifs se rallièrent aux mœurs et à la culture environnante et se détachèrent souvent de leurs traditions qu'ils finirent par méconnaître. Nombre d'entre eux adoptèrent des positions critiques, voire hostiles, vis-à-vis du judaïsme et des autres juifs, à une époque où l'antijudaïsme religieux traditionnel laissait la place à l'antisémitisme racial. Et c'est dans les pays de langue allemande, l'Allemagne impériale, l'Autriche-Hongrie, que les manifestations de rejet du judaïsme par des personnalités d'origine juive furent les plus fréquentes. Donc l'ouvrage de Theodor Lessing, Der jüdische Selbsthass, la haine de soi juive, paru à Berlin en 1930. Lessing, à cette époque, était un écrivain déjà âgé, assez célèbre, on va revenir sur sa biographie. L'ouvrage est ancien, il a été publié à 90 ans, il porte la marque de son temps. Il Lui n'est qu'une m'entend. introduction, il n'est qu'une introduction à ce sujet extrêmement riche, mais Lessing avait des intuitions fulgurantes qui confèrent à cet ouvrage, en dépit de son ancienneté, une réelle actualité. Alors, quelques mots sur Theodor Lessing. Theodor Lessing est né en 1872 à Hanovre, dans une famille de la bourgeoisie juive assimilée, d'un père médecin, un butor, un homme violent, violent avec sa femme, violent avec le petit Théodore. Le père voulait qu'il fasse médecine comme lui. Théodore a suivi son père contre son gré, mais très vite, son intérêt pour la littérature et la poésie l'ont amené à s'éloigner des études de médecine qu'il n'a pas achevé. Il a épousé une jeune fille issue de la noblesse prussienne qui suivra sa vie erratique et souvent misérable jusqu'à leur divorce. Et il adopta, en s'appuyant sur sa carrière, sur ses études littéraires, il adopta une carrière d'enseignant, avant tout pour des raisons alimentaires. Et c'est dans le cadre de ses activités d'enseignant qu'il fut directement confronté à l'antisémitisme de sa hiérarchie, auquel il s'opposa avec beaucoup de courage, sans pour autant d'ailleurs bénéficier du soutien de la bourgeoisie juive allemande locale qui préférait s'incliner devant les antisémites. Alors, Lessing, en fait, fut un écrivain progressiste, un homme de gauche, un anticonformiste à la plume acérée. Il se lança assez rapidement sur le chemin hasardeux et assez confus de la polémique en tout genre, polémique dans la presse, dans des opuscules divers. C'est une tendance qui lui coûta cher. Il n'était en aucune manière un courtisan. Il dénonça ainsi un critique littéraire qui était un critique de Thomas Mann, et donc il s'est heurté à Thomas Mann. Thomas Mann était l'écrivain le plus éminent de la littérature allemande de l'Allemagne impériale, et ça lui a déjà coûté fort cher à l'image de Lessing. Lessing, après d'interminables difficultés, obtint un poste universitaire à Hanovre. Il poursuivit parallèlement une vie de publiciste qui l'exposa à de nombreuses polémiques. Et il n'a pas été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale en raison de son âge. Il vit la défaite allemande, la fondation de la République de Weimar, la misère, l'inflation de 1919-1923. Et il se rendit compte très vite que l'Allemagne de Weimar était un régime extrêmement fragile sur une société dont les fondements n'étaient pas démocratiques.
Lessing ne put s'empêcher de poursuivre ses campagnes de polémique dans la presse, et il alla même jusqu'à mettre sur le même plan, jusqu'à mettre en cause le héros du pays, le maréchal Hindenburg, le vainqueur de Tannenberg en 1914, et à Excuse-moi, l'assimiler à un... Jean-Luc, Oui, excuse-moi. oui, Il faut que tu oui. parles plus près du micro, parce que quand tu lis ton texte, on entend, mais tu parles un peu trop vite. Et quand tu baisses le nez, il y a les fins de phrases qu'on n'entend pas. Donc, déjà, peut-être, si tu peux t'approcher plus du micro et qu'on ait en même temps Tout ton à fait. visage. Voilà. C'est possible, D'accord. merci. Voilà on va essayer de concilier ces deux impératifs. Donc, Lessing était un polémiste passionné. Il crut bon de se heurter à le pilier de la société allemande des années 20, qui était le maréchal Hindenburg, un des vainqueurs de la première partie de la Première Guerre mondiale. Et il alla même jusqu'à assimiler Hindenburg à un criminel en série. Donc, cette polémique violente lui coûta très cher. Il perdit son emploi d'enseignant et il fit l'objet de menaces épistolaires et physiques. Heureusement qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, qui brossèrent de lui l'image, je dirais, d'un marginal, d'un anarchiste dans une société allemande très conservatrice, travaillée par des courants nationalistes et xénophobes et bien évidemment antisémites. On va revenir sur ce point essentiel. Donc, Lessing, en dépit de ses polémiques, poursuivit sa carrière de journaliste et il se pencha sur de nombreuses autres questions de société, en particulier le droit des femmes. Il voyagea au Proche-Orient, notamment en Palestine, où il eut des échanges chaleureux avec des responsables sionistes, lui qui avait adhéré au Parti socialiste sioniste Paul Etzion. Lessing, en effet, manifesta un intérêt constant pour la question de la judéité, exprimant une attitude complexe d'appartenance au peuple juif. Cette attitude d'appartenance au peuple juif reposait sur un combat fier, courageux contre l'antisémitisme et un mépris pour la veulerie de certains bourgeois juifs, prêts à tous les compromis pour préserver leur petit confort. Lessing n'avait aucune référence religieuse, il était agnostique, mais il exprimait une curiosité intellectuelle très forte pour toutes les facettes de la civilisation juive, en particulier celle des masses juives d'Europe de l'Est, si éloignées des mœurs des juifs allemands de l'entre-deux-guerres. Alors pourquoi fut-il conduit à écrire en 1930 un essai sur la haine de soi juive et la jüdische Selbsthass? C'est parce que ce phénomène étrange, fréquent dans la sphère judéo-allemande, le fascinait depuis longtemps, peut-être aussi parce qu'il en ressentait lui-même certains symptômes. Le péril était proche pour Lessing, et il le pressentait probablement, lui, l'homme de gauche, qui avait écrit un pamphlet contre Hindenburg, que l'opinion allemande ne lui pardonna jamais, et qui, dès janvier 1933, donc dès le lendemain de la nomination de Hitler à la chancellerie du Reich, rédigeait un violent article anti-nazi dans le journal social-démocrate de Hanovre. Donc sa tête fut mise à prix par les nazis. Lessing crut prudent de mettre une frontière entre l'Allemagne nazie et lui-même en s'enfuyant en Tchécoslovaquie avec sa fille. Il prit le 2 mars 1933 le train pour Marienbad, Lajny en Tchécoslovaquie aujourd'hui, espérant ainsi se mettre à l'abri de la vengeance d'Hitler, mais il n'y parvint pas. Le 30 août 1933, deux Allemands des Sudètes, agents de la Gestapo, tirèrent à bout portant sur Lessing et l'assassinèrent. Lessing ne fut donc pas victime de la haine de soi, mais de la haine des autres. Alors dans son ouvrage Comment Theodor Lessing tenta-t-il de décrire la haine de soi juive? C'est un ouvrage qui date, qui est clairement inscrit dans son époque, le début du XXe siècle en Allemagne et en Autriche, mais qui est encore emblématique de cet étrange et fréquent phénomène. Le préambule de l'ouvrage, écrit par Lessing, c'est sans doute sa contribution la plus claire à l'analyse et à l'explication de la haine de soi. Lessing rappelle tout d'abord, avec une évidente émotion, une évidente empathie, les récents massacres de Juifs en Palestine, en particulier à Hébron. Vous vous souvenez du pogrom de Hébron en 1929, où des Juifs religieux, des chassidim, ont été assimilés par les foules arabes. Donc, Lessing rappelle les massacres de Hébron en 1929 et il souligne le caractère inexorable de l'antisémitisme,
dans lequel il voit une loi incontournable de l'histoire. Avec une vision prémonitoire, il évoque l'antisémitisme racial qui, il le pressentait, quelques années plus tard, enverra à la mort la majorité des Juifs européens. Lessing rappelle ensuite donc, le 200e anniversaire de la naissance de Moses Mendelssohn, mais le point le plus important, c'est qu'il aborde le thème de la haine de soi juive en s'appuyant tout particulièrement sur la pensée de Martin Buber. Bien évidemment, la pensée de Martin Buber n'a rien à voir avec la haine de soi juive, loin de là mon propos. Mais le raisonnement, le thème de l'altérité de l'autre, le thème de l'altérité a servi de base philosophique à Lessing pour tenter d'interpréter le phénomène de la haine de soi. Lessing souligne que les Juifs, minorité souffrante, sont toujours aux aguets pour ne pas prêter le flanc à la critique. Il rappelle qu'au XIXe siècle, on les trouvait sur les barricades, à lutter pour ceux qui souffrent. Les Juifs étaient très présents dans la Révolution de 1848 en Allemagne, par exemple. Lessing relève aussi la fréquence des dictons d'autocritique dans la tradition juive en yiddish et ajoute que la haine de soi provient d'une césure, d'une brisure de l'âme, d'une aliénation de soi-même. Alors, en un langage fleuri, assez obscur, très marqué par la philosophie allemande, un langage bien peu clair, du moins pour mes modestes ménages, et Lessing explique la haine de soi juive par un conflit entre une aspiration éthique exacerbée et la vie simple, la vie naturelle, la vie spontanée. Pour Lessing, la haine de soi serait donc le fruit non désiré de la primauté de l'éthique, de la prépondérance de la conscience et de l'esprit dans le judaïsme, au détriment de la vie naturelle, de la religion et de l'esthétique. Donc c'est une pensée dense, une pensée abstraite, riche en intuition prophétique, qui par-delà l'érosion du temps lui donne une portée très contemporaine. Donc, dans la deuxième partie de son ouvrage, je vais aller plus vite, Lessing décrit 6 personnages qu'il juge emblématiques de la haine de soi. Bon, à mon avis, deux personnages seulement sont réellement atteints de la haine de soi. Les autres qui sont des profils datés, je ne veux pas m'apesantir dessus. Je vous décrirai, en m'appuyant bien sûr sur Lessing, les personnalités très fortes de Otto Weininger d'une part et de Arthur Trebitsch d'autre part. Donc 2 personnages emblématiques, à mon avis, de la haine de soi juive sous la plume de Theodor Lessing. Otto Weininger, personnalité bien connue dans la culture juive européenne, y compris en France et en Israël. Otto Weininger était né à Vienne en 1880 dans une famille juive. Ce fut un enfant ouvert au monde, un enfant qui ressentait toute vie en osmose avec la sienne propre. C'était un wunderkind, un enfant génial, un enfant extrêmement brillant. Il fit preuve adolescent d'une curiosité sans limite. Il exclut de choisir une profession comme les contraintes petits bourgeoises de l'époque auraient pu l'y contraindre. Et il entreprit avec un talent tout à fait remarquable des études de philosophie, de psychologie, de sciences naturelles et de médecine, tout en s'intéressant au théâtre. Au plan culturel, les opéras de Wagner occupaient bien sûr une place privilégiée dans ses choix culturels, à l'instar de nombre de ses contemporains juifs et non juifs, mais aussi la pensée du théoricien raciste et antisémite allemand d'origine anglaise, Houston Stewart Chamberlain, qui sera un des inspirateurs du nazisme, comme vous le savez. Otto Weininger fut un étudiant exceptionnellement brillant, au talent reconnu par ses maîtres à l'université de Vienne. Il présenta une thèse de philosophie intitulée Eros et Psyché en 1902. Il reçut le titre de Herr Doctor, de docteur. Il présenta cet ouvrage à Freud, qui toutefois ne le recommanda pas à un éditeur. Lessing se convertit au christianisme la même année, puis écrivit avec frénésie son œuvre majeure qu'il a laissée à la postérité, Sexe et caractère, Geschlecht und Charakter. Dans cette œuvre, Weininger affirme que tous les êtres humains sont composés d'une substance masculine et d'une substance féminine. La partie mâle serait active, productive, logique, mais la partie féminine serait passive, improductive, amorale et illogique. Donc, rejet absolu de la féminité. Le rejet de la féminité par Weininger, une des clés de sa personnalité, l'amena à considérer que la femme se consume dans l'acte sexuel et dans la reproduction.
En revanche, le devoir du mâle, de l'homme, c'est de surpasser la sexualité au profit d'un amour abstrait de Dieu qu'il trouverait en lui-même. Donc c'est une misogynie délirante, débridée, qui est sous la plume de Weininger, étroitement liée à un rejet radical de la judéité. En effet, Weininger analyse l'archétype juif comme étant féminin et étranger à toute morale. Et Weininger attribue la décadence des temps modernes, du début du XXe siècle, à la fois à la féminité et au judaïsme. Donc sa peur et son rejet maladif, pathologique, lié à son homosexualité probablement, sa peur et son rejet névrotique de la femme sont couplés à une diabolisation du judaïsme. Alors, Weininger donc, lit les deux éléments, mais ce qu'on peut regretter dans l'analyse qu'en fait dans Lessing, c'est que le lien effectué par Weininger entre féminité et judaïsme n'est pas, je dirais, analysé, démontré. Ce soi-disant matérialisme juif, assimilé à la prétendue nature matérielle de la femme, n'est pas clairement démontré. Il est posé comme principe, mais je suis resté sur ma faim pour en avoir l'explication que j'attendais. Alors pour Weininger, l'élément juif, c'est la forme lubrique de la femme, qui a rabaissé Dieu le Père, donc une référence chrétienne, du rang de l'esprit à celui de la matière inerte. Donc tout est dit sur une pensée totalement délirante, sur la peur de la femme et du sexe par Weininger, mais rien n'est vraiment écrit sur le lien d'aberration de Weininger vis-à-vis de sa judéité. Lessing a posé beaucoup d'affirmations sans pouvoir les démontrer, je regrette vivement. Et dans le chapitre consacré à Weininger, rien n'est dit non plus sur, je dirais, l'analyse familiale sociologique du cas Weininger. Qu'a-t-il appris du judaïsme dans son enfance? A-t-il fait ça par mitzvah, par exemple, comme tous les enfants juifs de Vienne le faisaient à la fin du XIXe siècle? Quels étaient ses liens avec sa famille? A-t-il eu des rencontres avec la communauté juive qui pourraient, je dirais, éclairer son comportement pathologique vis-à-vis de la judéité? Nous ne le savons pas, et bon, cette étude reste à faire, elle sera peut-être faite un jour, souhaitons-le. Lessing se livre à de très longs développements sur la pensée de Weininger, mais non sur sa relation avec la judaïté, en un langage fleuri, où il se livre à de nombreuses digressions philosophiques qui lui font perdre le fil de sa carrière. Donc, peu après la parution de Sexe et Caractère, Weininger, ne pouvant surmonter les conflits qui le torturaient, se suicida en juillet 1903. L'autre personnalité décrite par Theodor Lessing, c'est un personnage beaucoup moins brillant que Otto Weininger, mais encore plus emblématique de la haine de soi, un personnage qui s'appelait Arthur Trebitsch, du même âge que Weininger, né en 1879 et comme lui, né dans une famille assimilée de la bourgeoisie viennoise. Alors, ce Trebitsch fut élevé sous le signe des idéaux germaniques. Il n'eut pas d'éducation juive et lui aussi se passionna très vite, à la fois pour la musique de Wagner et pour les écrits de ce funeste Houston Stewart Chamberlain, théoricien de la prétendue suprématie de la race aryenne. Trebitsch fit preuve très vite, très rapidement, d'une pensée délirante, voyant une association juive secrète derrière tous ses échecs. Cette association juive secrète cherchait à contrôler le monde et menaçait les peuples aryens. Bon, Trebitsch était un malade mental, obsessionnel, qui aujourd'hui serait sans doute complotiste, qui a cherché à expliquer ses échecs par une prétendue menace juive qu'il voyait partout. Donc, Trebitsch, qui avait des moyens financiers, a aidé à la fin de sa vie le parti nazi autrichien. Il a aidé également au plan financier Hitler. Et celui-ci a vu dans les écrits de Trebitsch une référence. Il a recommandé à ses amis la lecture des écrits de ce juif qui se haïssait. Alors, c'est pour ce sinistre personnage, beaucoup plus médiocre que Otto Weininger, que Theodor Lessing a procédé à l'analyse la plus fine et la plus complète de la haine de soi. Bon, après être passé sans doute rapidement sur ces deux personnages, à mon avis emblématiques d'une haine de soi pathologique, je voudrais m'ouvrir maintenant à la troisième partie de ces réflexions qui porte sur les aspects historiques et je dirais sociologiques de la haine de soi juive, élément que, hélas, Theodor Lessing n'a pu je dirais, analyser de manière approfondie. En effet, l'ouvrage de Theodor Lessing est paradoxal.
Seuls deux des personnages décrits par lui, Weininger et Trebitsch, avaient une relation de rejet passionnel de leur origine, et l'essentiel de l'œuvre est consacré à la pensée et aux réflexions personnelles de Theodor Lessing sur des thèmes philosophiques, culturels et psychologiques variés. Lessing se met en scène, en particulier sur la question de l'identité juive, à laquelle il est très attaché, allant jusqu'à soutenir le sionisme, ce qui est une prise de position très originale pour un juif allemand d'avant le nazisme. Lessing fit preuve d'une grande lucidité sur l'antisémitisme, dont il pressentit l'aggravation et qui finira par le frapper à mort en août 1933. L'œuvre de Lessing aborde un sujet qu'elle esquisse à peine. Elle est très loin de pouvoir expliquer ce phénomène, en particulier sur les terrains psychologiques et psychanalytiques qui, au niveau de l'individu, permettraient de l'éclairer. Il en est de même pour les manifestations de la haine de soi juive dans le domaine politique à travers l'histoire. Certains juifs ont en effet rejeté l'identité de leur père à chacun des moments où la confrontation avec le monde extérieur, avec la culture ambiante, impliquait pour les juifs le choix d'un modèle de vie et de pensée. Cette attitude a pu être constatée à de nombreux moments de la longue histoire du peuple juif, que celui-ci survive dans un milieu de grande intolérance, comme dans l'Europe médiévale, ou à l'inverse bénéficie des libertés d'une société ouverte, comme dans l'Allemagne et l'Autriche de la fin du XIXe siècle. Au Moyen Âge, les controverses théologiques instituées par l'Église ont souvent opposé des juifs convertis, pas connaisseurs du judaïsme, à des rabbins placés dans une position d'accusés. Ainsi la disputation de Paris entre Nicolas Donat et Rabbi Yechiel en 1942, la très célèbre disputation de Barcelone entre le juif converti Pablo Cristiani et Nachmanide en 1963, la disputation de Tortosa entre Jerónimo de Santa Fe et Don Vidal Benveniste en 1413. Le désir de s'affranchir des contraintes d'une condition minoritaire et opprimée a donc conduit certains juifs à la détestation de cette condition et à la surenchère d'hostilité à son égard, afin de conforter leur présence récente au sein de la société majoritaire. Un comportement comparable peut être constaté plus tard dans des sociétés ouvertes. Ainsi, le phénomène de haine de soi fut très fréquent chez des juifs allemands ou autrichiens appartenant à l'élite sociale et intellectuelle. Le contexte de ces sociétés était celui d'une grande dynamique de progrès technique et de créativité intellectuelle. Rappelez-vous tout ce qu'il y avait de brillant au plan intellectuel, au plan de la créativité dans la Vienne de la fin du XIXe siècle, la Vienne de Freud, de Schnitzler, de Mahler et d'autres personnalités exceptionnelles de la culture juive d'Europe centrale. Et quant à l'Allemagne impériale, elle a été la première puissance économique et technologique du début du XXe siècle, avec une pléiade de savants, souvent juifs d'ailleurs, qui ont fait avancer la science et la technique, sans parler de la philosophie. Il est probable que nombre de jeunes juifs ont été séduits par le dynamisme de la société majoritaire et ont considéré que le progrès de l'humanité, qui leur semblait une loi inexorable à cette époque, une certitude, que ce progrès de l'humanité impliquait le rejet du particularisme exacerbé du peuple juif et l'adhésion totale à la culture dominante. Ainsi l'enthousiasme de Weininger et de Trebitsch pour Wagner et Chamberlain. Le rejet de la judéité était aussi exacerbé par la gêne qu'inspirait à ces juifs si modernes la vision des juifs de l'Est, ces Ostjuden pauvres, parlant yiddish, portant pailleuse et tzitzis, colporteurs et petits artisans, ces juifs si caricaturaux qui suscitaient à Vienne la honte d'Arthur Schnitzler et même de Theodor Herzl, et qui offraient ainsi un contraste avec leur si précieuse modernité. Une attitude identique a pu être relevée en France à la même époque et au cours du XXe siècle à l'égard des Juifs immigrés de Pologne et de Russie. L'autre composante de la haine de soi est la méconnaissance de sa propre culture. En France, l'adhésion massive des Juifs à l'enseignement public, voie d'accès à la promotion sociale, provoqua une rapide acculturation, un éloignement du judaïsme traditionnel dès le début du XIXe siècle chez nombre de Juifs originaires d'Alsace-Lorraine, et plus tard chez beaucoup de Juifs d'Algérie, après le décret Crémieux. L'oubli du particularisme du milieu originel a pu, dans certains cas, conduire à une prise de distance, n'excluant pas le rejet de toute solidarité vis-à-vis de ses coreligionnaires, voire l'oubli de sa propre identité. Aussi,
c'est fréquent en France, le souci d'éviter tout le flanc à l'accusation antisémite de double appartenance a pu conforter une attitude de défiance à l'égard du judaïsme et de ses institutions. C'est donc dans la quête éperdue d'une normalité que se situent les sources de la haine de soi juive. Et pour les derniers éléments de mon intervention, je m'appuierai non seulement sur Lessing, mais aussi sur une contribution de Shlomo Trigano, et de ses amis dans la revue Controverse, une revue extrêmement riche qu'il a publiée en 2007, qui est intitulée Les alters juifs. Comme l'indique un des contributeurs de cette revue, l'assimilation en soi ne produit pas la haine de soi, en aucune manière, sauf si elle s'accompagne du déni, de la négation, du rejet du caractère national de l'appartenance juive ou de son héritage culturel et religieux. La recherche de l'identification à l'autre et de sa propre et pleine reconnaissance comme semblable à cet autre se décline sur le terrain de l'histoire des idées politiques depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Je citerai ainsi les écrits assez féroces du jeune Karl Marx à l'égard du judaïsme, où il disait quel est le culte profane du juif, le trafic. Quel est son dieu profane, l'argent. Il a écrit ces mots extrêmement durs dans un ouvrage intitulé La critique de la question juive de Bruno Bauer. Donc ces paroles sont bien connues, même si certains penseurs contemporains, interprètes de la pensée de Marx, ont cherché à les atténuer en y voyant un plaidoyer pour une émancipation humaine, universelle, dépassant inévitablement les frontières du judaïsme. Le projet socialiste et la révolution de 1917 en Russie ont séduit un grand nombre de jeunes juifs d'Europe de l'Est qui y ont vu une voie d'émancipation quasi messianique pour l'humanité tout entière, fût-ce au prix de la tradition dont ils avaient été nourris dans leur enfance. Plutôt que d'énumérer des personnalités que nous pourrons citer tout à l'heure dans la discussion, je voudrais citer là un passage d'un roman d'Aaron Appelfeld qui me paraît emblématique de cet engagement universaliste de certains juifs d'Europe de l'Est dans le communisme. Aaron Appelfeld, dans son roman L'amour soudain, paru en 2003, rappelle le rejet radical de son milieu et de sa culture, dont le héros de l'œuvre, qui s'appelait Ernest, militant communiste ardent dans sa jeunesse, faisait preuve en Bucovine. Et ils furent très nombreux à adopter un tel comportement, n'hésitant pas à dénoncer le judaïsme et le sionisme avec la plus grande virulence, et quelquefois même, au sein du NKVD et du KGB, à participer aux persécutions dont leurs frères sionistes ou juifs religieux traditionnels étaient victimes en URSS. La cause de la révolution, de la marche inexorable de l'histoire universelle justifiait pleinement à leurs yeux l'interdiction des pratiques obscurantistes du judaïsme et du sionisme chauvin et raciste. L'antisémitisme du régime soviétique sut leur rappeler qui ils étaient et d'où ils venaient, avec l'assassinat des écrivains yiddish en 1952 et le complot des blouses blanches ou le procès de Prague dont le principal accusé Rudolf Slansky, militant communiste ardent pourtant, fut accusé de sionisme. C'est donc dans la primauté des données aux valeurs de l'autre, dans la dépréciation de l'unique en faveur de l'universel, à la suite d'une interprétation détournée, voire dévoyée, de l'éthique juive, qu'il faut rechercher les sources de la haine de soi. Celle-ci a revêtu des habits neufs aujourd'hui. Hier, le particularisme juif religieux et ethnocentrique était perçu comme un obstacle archaïque au salut par la révolution socialiste. Aujourd'hui, c'est la légitimité de l'État juif, créé il y a moins de 100 ans pour sauver les chéérites Israël, les restes d'Israël, cette légitimité qui est régulièrement mise en cause par, je cite entre guillemets, d'autres voix juives en tant que juifs. La politique d'Israël est critiquée avec une rigueur particulièrement acérée par des personnalités dont l'audience médiatique est d'autant plus grande que leur discours hostile est prononcé au nom de l'éthique juive, éthique que nombre de ces personnalités ont découverte pour mener à bien ce procès. Il s'agit en effet souvent d'intellectuels très éloignés du judaïsme et de ses institutions qui rappellent et instrumentalisent leur lointaine origine pour déverser leur haine à l'égard d'Israël et aussi des institutions juives.
Donc, comme l'a écrit Shmuel Trigano, cette éthique oppose une victime absolue, bon, le peuple palestinien, à un à un bourreau d'autant plus absolu qu'il est censé avoir été dans la Shoah la victime absolue. Il y a en effet une opposition facile, effectuée par ces personnalités, entre, je dirais, le juif en pyjama rayé dans les camps et le soldat israélien arrogant d'aujourd'hui, oppresseur, avec des guillemets, oppresseur entre guillemets, du peuple palestinien. Le même auteur, Shmuel Trigano, écrit à propos de l'instrumentalisation de la Shoah par ce qu'il appelle les alter-juifs. Tout un moralisme saint-sulpicien s'est développé, jouant de la vision sacrificielle du juif pour la retourner contre les juifs vivants. L'apologie de l'universel par des juifs s'accompagne de l'assignation des autres juifs au particularisme dans ses déclinaisons les plus dépréciatives. Le tribalisme, le communautarisme, le colonialisme, le racisme. Donc tous les péchés, tous les vices dont sont affublés les institutions juives et l'État d'Israël dans la presse sous la plume de nombre d'intellectuels qui font référence à une origine juive souvent assez lointaine. Le phénomène de la haine de soi juive s'inscrit donc dans une quête pathétique de normalité et de reconnaissance par la valorisation de la culture de l'autre. Theodor Lessing l'a compris et a pressenti que l'abandon de leur propre culture ne protégerait nullement les juifs de l'antisémitisme. Il est particulièrement remarquable qu'Hitler ait recommandé la lecture des écrits d'Otto Weininger et d'Arthur Trebitsch. La haine de soi juive, aussi ancienne et complexe que l'antisémitisme, a un autre point commun avec lui, c'est son constant renouvellement, son adaptation permanente à l'ère du temps, aux normes et à la culture des sociétés majoritaires. Si Lessing a été un pionnier dans l'étude de cette manifestation très originale et douloureuse de l'esprit humain, il n'a pu bien sûr qu'aborder un sujet qui relève à la fois de la psychologie, de la sociologie et de l'histoire des idées. Et mettons le vœu que ce modeste rappel de l'œuvre de Lessing puisse aussi contribuer à une meilleure contribution du phénomène. Je serais très heureux d'entendre vos observations.